Merci Hervé. Alors la transition est assez facile. On a déjà commencé à parler des États et de leur comportement sur le net. Donc on a pensé intéressant d'introduire un nouveau concept de cyberdiplomatie dans le cadre de ce panorama 2015. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on voit depuis le début, c'est autour d'Internet, et en particulier autour de la gouvernance d'Internet, que les forces de gestion et de pression commencent à se mettre en place. Depuis la nouvelle structure de l'ICANN, donc le concept de base de nommage et de gestion de l'Internet, en 1998, tout est articulé autour des États-Unis. Clairement. Maintenant, depuis 2 ans, il y a des systèmes un petit peu alternatifs qui émergent. Il y a notamment en 2013, dans le cadre du protocole de Montevideo, les pays émergents et autour du Brésil qui ont embrayé sur les révélations de Snowden et la confiance qui disparaissait autour de ces structures de gouvernance de l'Internet. Et puis, parallèlement au forum gouvernance Internet classique, traditionnel, technique, on voit apparaître des initiatives, bien sûr, autour des Nations Unies, avec le sommet mondial pour la société de l'information, avec des plans sur 10 ans. Mais on voit aussi apparaître, donc depuis 2013 et 2014, autour de la Chine, un forum qui s'appelle le World Internet Conference et qui cette fois-ci est orienté par la Chine, si on peut dire ça comme ça, pour définir de nouveaux standards et contrebalancer la prédominance américaine. Et puis bien sûr, depuis 2013, on ne peut pas ne pas mentionner l'émergence de ces confrontations cyber, qu'on appelle les APT, comme ça a été dit en introduction, avec, alors sans ordre de priorité, c'est tombé comme ça inconsciemment, la NSA, son allié anglais, bien sûr la Chine, qui a été très rapidement pointée du doigt par les États-Unis, la Russie, qui semble assez présente sur ce type d'activité, et puis de nombreux autres pays, dont officiellement maintenant la France, qui reconnaît une capacité offensive sur ce domaine. Alors, ce tableau est aussi conforté par les discours qui sont relayés lors des conférences présidentielles, et en particulier, si je remonte à 2013, lors d'une conférence menée entre le président Obama et son homologue chinois, après une introduction du président Obama. Q, c'est la question du journaliste. La première question du journaliste, c'est quel est le niveau de dommages infligés par les attaques, le hacking chinois. Donc il y a vraiment une grosse pression, à tel point que le président Obama est obligé d'interrompre la conférence de presse et de demander à la journaliste d'être moins pressante pour laisser le temps au traducteur de gérer le flot de questions. La journaliste reprend et relance exactement le même genre de questions sur les problématiques cyber entre la Chine et les États-Unis. Et puis là, une réponse assez diplomatique de la part des deux présidents, mais qui ont l'avantage de cadrer le niveau de profondeur du débat. Le président Obama explique que les discussions sont aujourd'hui à 40 000 pieds, donc en français on dirait peut-être à 10 000 mètres, donc c'est du très haut niveau. Et puis le président chinois qui note tout de même la forte pression médiatique qui pointe du doigt, venant des États-Unis, qui pointe du doigt la Chine. Donc on sent déjà quelque part un arbitrage et un équilibrage de la façon dont la confrontation Chine-États-Unis va se compléter, va se prolonger. Maintenant, 2015, une opération particulière notable, un hack, donc le piratage d'une organisation américaine dont le rôle est en quelque sorte d'être la RH, la direction des ressources humaines pour les agents américains en service. Donc les données qui ont été volées, qui sont très nombreuses, puisqu'il y a un peu plus de 21 millions de personnes qui sont concernées, sont également très sensibles, puisqu'elles concernent des données personnelles de ces agents, mais aussi des comptes rendus d'entretien et des empreintes digitales. Donc on imagine bien tout ce qui peut être fait avec ces éléments-là, sachant que si on regarde un des questionnaires qui servent à la constitution de ces bases de données et dont les données ont été piratées, ce questionnaire-là, c'est un des questionnaires disponibles. Celui-là fait 127 pages de données sensibles, notamment sur des positions relatives à des niveaux de sécurité importants, où on documente sur les 7 dernières années l'usage, par exemple, ici d'alcool et l'influence que ça a pu avoir chez cette personne
avoué par cette personne sur sa productivité et sur son activité professionnelle. Donc vous imaginez le genre d'information qui peut être disponible. Et puis bien sûr tout ça parce que immédiatement tous les doigts, toutes les mains, tous les fusils, je dirais, se sont pointés directement sur la Chine, qui a été immédiatement suspectée de cette opération. Alors ça, on parle de diplomatie, donc là on parle de tension entre la Chine et les États-Unis. Ce qui est pratique, c'est que la diplomatie, ça peut aussi permettre de désamorcer des situations difficiles. Immédiatement, la Chine a annoncé des arrestations. En septembre 2015, qui tombait évidemment à pic, dans la mesure où une visite d'État du président chinois était prévue aux États-Unis. Et donc là, il y avait une volonté manifeste exprimée par la Chine de diminuer le niveau de tension autour des aspects cyber. Donc on se retrouve avec j'ai essayé de mettre un trait d'humour avec ces deux caricatures. On a un Chinois qui manipule en façade et qui semble maître de son sujet, et puis un Américain qui montre les armes et des bras forts, mais qui a beaucoup de mal à comprendre et à influer sur ce qui se passe en Chine, notamment puisqu'il s'est avéré ensuite que les arrestations que j'ai qualifiées d'arrestations OPM font en fait partie d'un ensemble beaucoup plus vaste de répression chinoise interne sur des problématiques de hacking et de criminalité au sens large. Maintenant, ça a quand même permis de trouver un accord qui a été fêté, donc ça c'est une photo officielle. Premier pot dans le monde réel pour fêter une cyberdétente, avec le texte derrière qui valide cette cyberdétente, cette détente entre les deux blocs, avec l'engagement respectif de ne pas engager d'opérations de cyberespionnage l'un contre l'autre à vocation de gain économique. Bon, ça sous-entend que là, il ne faut pas se faire prendre et que tout le reste est hors du champ de la discussion en l'état. Donc vous imaginez bien que les choses continuent en back-office, enfin en arrière-plan. En particulier, à la suite de cette cyberdétente, il y a eu une série de déclarations suite à d'autres événements, mais qui ont bien monté la fermeté des deux côtés. Donc là, il y a une citation où le mot Chine est présent, donc on sait bien qui dit quoi, mais les deux phrases sont quasiment interchangeables. Et puis là, on est revenu à une situation de surveillance et peut-être pas de guerre froide, mais en tout cas de surveillance respective des uns et des autres. Et puis tout ça, donc cette cyberdiplomatie continue à se développer, en particulier lors de la dernière conférence, la COP21, qui a eu lieu à Paris. Si on prend le texte officiel des remarques, dans l'ombre de cette grande déclaration, il y a un paragraphe particulier qui explique que la cybersécurité et la sécurité, les problèmes maritimes, ont bien été remis sur la table et que désormais les deux présidents respectifs chinois et américains ont développé une approche candide de la discussion de ces problèmes. Donc ils en discutent et ils construisent les choses, en particulier avec une planification de réunions sur le sujet. Alors, je l'ai souligné tout à l'heure, il y a bien une ouverture ou un respect sur les aspects économiques, mais sur OPM précisément, au jour d'aujourd'hui, le doute persiste toujours sur la nature des personnes arrêtées, voire même certains remettent en cause carrément leur existence. Ce sera uniquement un effet de communication. En tout cas, à l'issue du séminaire ministériel officiel qui annonçait un alignement sur les mesures de lutte contre la cybercriminalité, il n'y a aucune mention du cas OPM, y compris dans le compte-rendu américain, qu'on aurait pu espérer peut-être plus incisif. Mais en tout cas, d'ores et déjà, un cycle de conférences est établi et un rendez-vous est pris en juin 2015, et cette fois-ci à Pékin, pour continuer à parler de ces problématiques. Donc on est bien dans un cycle de diplomatie, avec des rencontres, de la communication, des prises de position, et puis des choses qui se passent un petit peu derrière. Malgré tout, le refrain continue, il est connu. Et en particulier en fin d'année, donc le 31 décembre 2015, les médias américains ont ressorti un hack qui avait lieu vers Microsoft en 2009, qui avait été attribué clairement et durement à la Chine, avec le numéro de système Autonomous qui avait été identifié, en préalable identifié sur d'autres attaques, et en particulier EMC, qui était une attaque qui avait vraiment fragilisé les Américains, puisque
On pense que derrière, c'était les industries d'armement et de pointe qui étaient visées en tant qu'utilisateurs de ces produits piratés. Mais en tout cas, ça souligne un nouvel élément que je classe dans l'aspect cyberdiplomatique, c'est que des grandes entreprises américaines ont désormais une politique de communication vers leurs clients en cas de suspicion d'attaque étatique. Ce qui n'avait pas du tout été le cas en 2009 de la part de Microsoft, puisque aujourd'hui, ils communiquent sur leur communication à l'époque où ils avaient décidé de ne rien dire et de ne pas alerter leurs clients. Alors, on a choisi d'aller le plus possible sur l'axe Chine-États-Unis, mais il y a bien d'autres pays qui mériteraient de développer, mais le temps manque dans le cadre de ce panorama. Toutefois, la Russie est intéressante. Il y a quelques éléments qui montrent le positionnement de la Russie et son activité. En particulier, le pendant de la confrontation États-Unis-Chine, c'est un pacte de non-agression entre la Russie et la Chine, et qui a en plus été signé 4 mois avant les rencontres avec les États-Unis. Donc depuis mai 2015, il y a un pacte de non-agression entre la Russie et la Chine. Alors, ça ne signifie pas pour autant l'arrêt des opérations entre eux, hein, mais là, c'est pas évident d'avoir de l'information. Sur la Chine, on est toujours limité à l'agence, j'ai oublié son nom, mais enfin l'agence officielle de presse chinoise, bien sûr. Mais en tout cas, il y a une convergence de vues entre la Russie et la Chine sur la vision de la gouvernance de l'Internet. On y revient. Leur vision, c'est plutôt une idée de souveraineté, alors que d'autres pays sont plutôt sur une volonté de s'aligner sur de l'ouverture et le respect d'une souveraineté nationale. C'est un petit peu différent. La Chine et la Russie, c'est clairement la souveraineté. Et puis l'actualité montre qu'il y a des groupes qu'on rattache, qu'on attribue à des entités russes qui sont très actives, en particulier sur le domaine de l'énergie. Et l'actualité en cette fin d'année l'a montré sur les attaques sur des systèmes de production électrique en Ukraine et puis un petit peu avant en Crimée. Alors, autre bloc qui mériterait d'être développé, l'Iran, et puis dans une moindre mesure la Corée. Ce sont 2 pays qui ont été clairement pointés du doigt par les médias américains et par les communications officielles comme étant 2 dangereux intervenants sur ce marché du cyber. Ces 2 pays ont bien entendu le message, donc ils ne se privent pas eux-mêmes d'agir, voire de réagir par médias interposés sur les attaques qui leur sont attribuées. Donc là, on est aussi dans une confrontation, prise de position, alors rencontre, c'est pas le cas, mais communication beaucoup. En Europe, il y a 2 éléments importants qu'on a retenus pour ce panorama. L'accord Umbrella de fin d'année, en septembre 2015, qui est ressenti par les acteurs du domaine comme une grande avancée, notamment puisque ça permet d'améliorer, de faciliter la collaboration entre les différentes forces de police, et notamment pour permettre pas une exfiltration, mais une remise aux autorités du pays, une extradition vers le pays qui va bien. Et puis bien sûr, toujours cette problématique sous-jacente de gouvernance de la protection des données qu'on voit dans beaucoup de sujets et qui donc fait partie de la diplomatie. En France, aussi une actualité très forte, puisque le 19 octobre, je crois, a été annoncée la nouvelle stratégie nationale pour la sécurité du numérique par le Premier ministre Manuel Valls. J'ai illustré la portée diplomatique du texte avec 4 lignes qui sont extraites du corps même de cette nouvelle stratégie numérique, qui met en évidence que la France a pris conscience d'un environnement qui n'est pas complètement bisounours, avec des pays qui mettent en place des moyens financiers, humains, techniques, notés comme considérables à notre rencontre, pour mener donc contre la France et les intérêts français des opérations informatiques à grande échelle dans le cyberespace. Alors si on va un petit peu plus dans le détail, à l'occasion de cette conférence, il y a également eu une annonce qui a été faite. Donc certains d'entre vous, je pense, vont reconnaître ce monsieur, David Martinon. Il a eu une vie politique qui l'a rendu célèbre, en tout cas connu, mais il est aujourd'hui officiellement, et je pense que c'est une première intéressante à noter, ambassadeur pour la cyberdiplomatie et l'économie numérique. C'est son titre officiel. Donc le mot cyberdiplomatie est effectivement un domaine
de compétences et d'action. Donc il s'est présenté lors de la fin de la session de présentation de la stratégie nationale pour la sécurité du numérique. À noter qu'il n'est pas novice sur le sujet puisqu'il était représentant spécial de la France pour les négociations dans le cadre de la conférence pour la société de l'information et de l'économie numérique que j'ai citée en introduction autour de la gouvernance de l'Internet. Et puis en conclusion, il faut vraiment noter que la cyberdiplomatie est devenue un élément clé de la vie politique. Et j'ai mis en évidence l'influence géopolitique, puisque dans le cadre des dernières missions de l'ANSSI, par exemple, on peut noter des recrutements autour de la capacité pour l'ANSSI de se projeter dans des pays étrangers et de les aider à construire leur capacité de cybersécurité. Il y a une fiche de poste aujourd'hui ouverte, un chargé de mission pour du capacity building à l'international. Il y a également, donc pour aider des pays alliés à construire leur capacité cyber. Et bien entendu, l'idée, c'est d'augmenter l'influence géopolitique de la France sur ce sujet. Donc on est bien dans de la diplomatie, avec tout ce qui peut en découler, la vente de technologies françaises, la reconnaissance de l'expertise française sur ce sujet, comme on l'a vu, comme on le voit sur des technologies un petit peu plus traditionnelles comme l'armement par exemple. Donc on est vraiment dans de la géopolitique. Et ça souligne, et je conclurai par là, un deuxième élément important, c'est la prise en compte à un meilleur niveau que précédemment par les États de la dépendance croissante de nos économies à ces problématiques et au numérique au sens large. Donc je vais passer la main sur un sujet qui aurait pu être abordé ici, mais sur lequel on a décidé de consacrer un ensemble complet de réflexions, donc sur le djihad 2.0, par François Paget.